Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'expérience de Lenski, toujours dans le cadre du débat sur la théorie de l'évolution. Dans un premier temps, je vais présenter l'expérience de Lenski, que s'est-il passé, quelles sont les implications pour la théorie de l'évolution, et ensuite je vais commenter les résultats de cette expérience en suivant le fil d'une contre-étude de 2016 issue de l'Université de l'Idaho aux États-Unis. La conclusion sera très sèche. Les phénomènes aléatoires n'ont pas la capacité de former des structures génétiques complexes et organisées. Il n'y a pas eu d'évolution du vivant, les mutations ne sont d'aucun secours à la théorie synthétique de l'évolution. L'expérience de Lenski. La bactérie E. coli est une bactérie incapable d'assimiler du citrate. Depuis 1988, différentes colonies de E. coli ont été soigneusement isolées et des échantillons prélevés toutes les 500 générations pour suivre les changements dans le génome. Après 31 500 générations, une colonie est devenue capable d'assimiler du citrate. C'est la fameuse expérience d'évolution long terme de Lenski. Depuis sa parution, cette étude est quasiment systématiquement citée par les évolutionnistes pour défendre leur théorie. On a enfin la preuve que les mutations peuvent être bénéfiques et pas seulement neutres ou nocives, que les mutations peuvent être à l'origine de développement et ou améliorations notables et viables. Donc, en extrapolant, on peut tout à fait imaginer que les mutations génétiques sont capables de créer de nouvelles formes, de faire apparaître de nouveaux gènes, de nouveaux organes, de nouvelles espèces, etc. Il est important de comprendre la chose suivante. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, les évolutionnistes n'avaient pas de support expérimental direct. Ils assumaient et affirmaient que les mutations génétiques étaient le moteur de l'évolution, même en sachant que la majorité des mutations sont nocives. On n'avait pas le moyen de le vérifier, c'était de l'ordre du pari ou de la spéculation. Depuis l'expérience de Lenski, ça n'est apparemment plus le cas. Les mutations peuvent bel et bien être bénéfiques et donc permettre sur des temps longs l'évolution interespèce, l'apparition de nouveaux gènes, l'apparition de nouvelles structures complexes. Une petite parenthèse sur l'ADN et le code génétique. Chaque espèce a, sur le plan génétique, un système d'organisation qui lui est propre. Par exemple, le raviscache roux d'Argentine est un mammifère à 102 chromosomes, le wallaby bicolore a 10 ou 11 chromosomes selon qu'il est mâle ou femelle, l'homme est un mammifère avec 46 chromosomes, 23 paires. Si on zoome un peu, les chromosomes sont des chaînes de nucléotides. Il y a environ 2 fois 3,2 milliards de nucléotides répliqués dans chacune des cellules de notre corps. L'ADN est un code de programmation. Pour faire simple, les nucléotides sont interprétés en groupes. On appelle ce groupe un gène. Il y a environ 25 000 gènes dans l'ADN humain, par exemple. Je reprends ma formule donc. Chaque espèce a, sur le plan génétique, un plan d'organisation qui lui est propre, avec des gènes spécifiques situés à tel ou tel endroit sur tel ou tel chromosome, activés ou inactivés selon telle ou telle condition. Le chef d'orchestre est le code ADN lui-même, le langage de programmation du vivant. Le caractère particulier de chaque espèce a été très précisément illustré et démontré par la découverte des gènes orphelins depuis les années 2000. Ces découvertes ont pris tout le monde de court. Suite au séquençage des ADN animaux, on s'est rendu compte que toutes les espèces analysées possédaient entre 5% et 20% de gènes sans aucune similarité chez les autres espèces, même des animaux voisins dans l'arbre de l'évolution. C'est un point important, donc j'insiste, que ça soit entre le chimpanzé et l'homme, entre les reptiles et l'ornithorynque, entre l'hippopotame et la baleine, ou même d'une espèce bactérie à une autre espèce bactérie, il y a un plan d'organisation génétique unique. L'expérience de Lenski, c'est simple. On a une espèce bactérie E. coli qui ne peut pas consommer du citrate. On attend assez longtemps et après un nombre suffisant de générations, une des colonies développe cette capacité suite à une mutation. La contre-expérience dont il sera question a été publiée en 2016 par Dustin Van Olvegen, Caroline Hovde et Scott Minnick de l'Université de l'Idaho aux États-Unis.
Elle a également impliqué le Washington State University et la School of Medicine at Mount Sinai. Qu'ont fait ces scientifiques? Très simplement, ils ont reproduit l'expérience de Lenski en un temps très réduit, quelques dizaines de générations au lieu de 31 500. Et surtout, ils ont donné des précisions sur les modifications génétiques qui ont eu lieu, en nuançant très fortement la qualité d'espèces évoluées pour le phénotype CID+. Le phénotype CID+, c'est le mutant de la bactérie E. coli capable d'assimiler du citrate. Donc, je vais simplement suivre le fil de cette étude et faire éventuellement des commentaires. On sait que la bactérie E. coli dans son état naturel et en milieu aérobique ne peut pas assimiler du citrate comme source de carbone, car elle n'a pas de transporteur. Elle peut cependant assimiler du citrate en milieu anaérobique, sans oxygène, grâce à l'expression du gène CYP-T. Premier point important, on savait déjà que E. coli sous certaines conditions pouvait assimiler du citrate en fonction de la présence d'oxygène et de l'expression du gène CYP-T. Ça n'est donc pas une capacité radicalement nouvelle et inédite. On peut faire la comparaison avec des sportifs qui utilisent des produits dopants. Le corps, naturellement, a des mécanismes de limitation qui empêchent les muscles d'atteindre un certain niveau d'activité. Les produits dopants bloquent ces mécanismes. Donc là, c'est un petit peu pareil pour E. coli. On sait très bien que cette bactérie peut assimiler du citrate, même si elle ne le fait pas dans son état normal. Nous avons limité l'approvisionnement en carbone pour les 6 premières générations. La probabilité que des mutations surviennent était dans ces conditions supérieure. La découverte la plus importante de nos travaux est la suivante. La bactérie E. coli peut développer rapidement la capacité d'assimiler du citrate en milieu aérobique, oxygéné. Nous avons obtenu ce résultat à plusieurs reprises par sélection ou sélection directe. La trajectoire génétique pour cette adaptation et les mutations que nous avons identifiées sont les mêmes que pour l'expérience d'évolution long terme de Lenski, à savoir des modifications de l'expression des gènes CYP-T et DCTA. Finalement, cette adaptation n'a généré aucune information génétique nouvelle et n'avait besoin que d'une expression étendue de deux transporteurs, CYP-T et DCTA. La génération du phénotype E. coli CYP+, ne peut pas être qualifiée de spéciation. Des mutations à ces deux loci sont suffisantes pour obtenir le même phénotype que celui de l'expérience d'évolution long terme de Lenski. Dans la plupart des cas, il a fallu entre 2 et 5 transferts hebdomadaires pour obtenir des phénotypes CYP+. Cela représente entre 12 et 20 générations. Les mutations génétiques se produisent systématiquement à chaque génération pour toutes les espèces. Pour l'homme, il y en a entre 40 et 100 à chaque génération par exemple. Ici, il suffit, si les conditions sont réunies, de 12 à 20 générations pour obtenir le phénotype CYP+. Pas de 31 500 comme l'expérience de Lenski le suggère. Dans ce cas, il faut que les mutations affectent deux gènes précis, les gènes CYP-T et DCTA. Est-ce que ça veut dire que l'évolution peut aller 20 ou 100 fois plus vite que ce que l'expérience de Lenski suggère? Pas du tout, car il ne s'agit pas d'évolution, mais seulement d'un variant sans matériel génétique nouveau, sans aucun nouveau gène, sans aucune nouvelle fonction. La génération du phénotype E. coli CYP+, ne peut pas être qualifiée de spéciation. En résumé, la bactérie E. coli sujette à la sélection peut rapidement muter et acquérir le phénotype CYP+. Cela indique que pour obtenir le phénotype CYP+, les 33 000 générations de l'expérience de Lenski ne sont pas nécessaires, mais sont uniquement la conséquence des conditions de l'expérience. Les mutants CYP+, illustrent les capacités d'adaptation des micro-organismes. Cependant, l'expérience d'évolution long terme n'a jusqu'ici fourni aucun exemple d'évolution dans un sens plus large, à savoir la génération d'informations génétiques nouvelles, par exemple un gène avec une nouvelle fonction. L'erreur est de ne considérer que les conditions normales d'expression des gènes et d'amalgamer un mutant à une nouvelle espèce. Les micro-organismes
ont une capacité d'adaptation et une plasticité. C'est ce que montre cette expérience et l'expérience de Lenski. Ça veut simplement dire que l'expression des gènes, parfois, selon les conditions, peut être plus efficace dans un état mutant par rapport à un état non mutant. Pour comprendre ce phénomène de mutation très souvent nocive, parfois bénéfique, mais aucunement en tant qu'élément d'innovation structurelle, il faut lire l'ouvrage Darwin Devolves du biologiste généticien Michael Behe. L'abondance de gènes orphelins figure parmi les plus grandes surprises survenues suite au séquençage d'un grand nombre de génomes de bactéries et de génomes eucaryotes. L'origine de ces séquences uniques est un mystère immense. Je me permets à nouveau d'insister sur le point suivant. Les espèces bactéries et animales ne sont pas juste des variants légers sur le plan génétique. Chaque espèce a des gènes qui lui sont propres et est organisée uniquement. La conséquence de ces structures uniques est des formes distinctes dans la nature. Par exemple, l'homme, le chimpanzé, l'hippocampe, la girafe, etc. Cela ne veut pas dire qu'une espèce ne peut pas être plus proche d'une autre sur un plan génétique et qu'on ne peut pas les grouper. Par exemple, il est logique de trouver une proximité génétique chez les mammifères. Cependant, chaque mammifère a au plan génétique une organisation unique. L'expérience de Lenski a montré qu'une espèce mutante pouvait survivre dans des conditions où l'espèce non mutante ne survivait pas. A-t-elle montré que le hasard et des mutations aléatoires pouvaient être vecteurs de matériel génétique nouveau, de structures complexes organisées comme le code génétique de chaque espèce? Non. L'expérience de Lenski n'est d'aucun support pour l'évolution interespèce. Les mutations existent. Certaines mutations peuvent être bénéfiques. Des mutants peuvent donc survivre là où des non-mutants ne survivraient pas. Ça, c'est scientifique et c'est observable. Les mutations bénéfiques peuvent augmenter la complexité de l'ADN. Les mutations peuvent être vecteurs de matériel génétique nouveau. Les mutations sont le moteur de l'évolution interespèce. Ces trois propositions sont fausses. Par faux, il faut entendre qu'aucune expérience ou qu'aucun phénomène observable n'indique que cela est possible. Donc, si on adopte une posture froidement scientifique et rationnelle, on peut affirmer sans retenue que ces trois propositions sont fausses. Finalement, cela équivaut à dire que le hasard ne peut pas créer de système ordonné et qu'il faut une intelligence, un ingénieur, un bâtisseur, un créateur pour créer un système qui a une organisation complexe et des sous-systèmes composites. Rien d'étonnant, avez-vous déjà vu une usine se créer toute seule, ou même par l'assemblage de grains de sable regroupés par le vent? Pensez-vous que c'est possible, ou alors qu'il suffit d'attendre assez longtemps et que ça finira par arriver? J'en doute. Conclusion, les phénomènes aléatoires n'ont pas la capacité de former des structures génétiques complexes et organisées. Il n'y a pas eu d'évolution du vivant, les mutations ne sont d'aucun secours à la théorie synthétique de l'évolution. Je répète, les phénomènes aléatoires n'ont pas la capacité de former des structures génétiques complexes et organisées. Il n'y a pas eu d'évolution du vivant, les mutations ne sont d'aucun secours à la théorie synthétique de l'évolution. L'expérience de Lenski n'a pas changé cette donne. Il est même probable que cette vérité ne change jamais, simplement parce que c'est de la logique et du bon sens. Les découvertes récentes pointent en réalité dans la direction opposée, à savoir le caractère isolé et unique des genres, aussi bien bactéries que animaux. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos de ce type, il y en a plusieurs en préparation. À bientôt.